Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Eh bien, c'est un grand privilège que d'être de retour ici, au Collège de France. Et je suis désolé de ne pas avoir pu participer au début de la conférence. Et on ne m'a pas donné un résumé de ce qu'il s'est déroulé, comme vous l'avez entendu. Mais d'autres me le diront plus tard, pour nous dire là où nous en sommes à l'heure actuelle. Et certainement, pendant la session de questions et réponses, la question sera traitée. Je vais lire mon papier. Environ 45 minutes, mais je devrais pouvoir le faire en 30 minutes, ce qui nous laisserait un peu de temps, je l'espère, pour pouvoir parler ensemble. Mon article porte sur le contraste entre deux modes de voir les êtres humains. D'un côté, on peut les voir simplement comme une population inerte, qui mange, qui produisent, qui consomment, et d'un autre côté, de noter le fait qu'ils ont leur propre volonté, la faculté de raisonner, avoir la liberté d'action guidée par la raison. Dans une conférence sur comment faire face aux variables de la population pour un développement durable, cette distinction devient fort importante. Pour illustrer les grands points dans cette distinction, je vais vous présenter deux problématiques. D'un côté, les dangers d'une surpopulation, point sur lequel on a tellement écrit, surtout après Malthus, qui a exprimé un pessimisme total il y a plus de 200 ans. Et deuxièmement, la bonne façon de définir ce que l'on peut appeler le développement durable. Donc voilà une distinction qui a des implications tout à fait profondes. Cela dit, je veux commencer avec une anecdote. Il y a une douzaine d'années, on m'a demandé, à l'époque j'étais chez Harvard, et je suis de retour d'ailleurs, on m'a demandé de devenir le directeur de mon collège, Trinity College, à Cambridge. J'ai fait quelques études sur les responsabilités impliquées et ce que le maître de l'école devait faire. Et là, j'ai vu une lettre par le Lord Byron, le poète, qui était un étudiant à Trinity. Une lettre adressée à sa sœur, Augusta, en lui disant ce que le directeur du collège devait faire. J'étais juste arrivé à Trinity en première année. Il était très frustré parce qu'il ne pouvait pas voir ce que le directeur de Trinity a fait en réalité ou même s'il faisait quelque chose. Après avoir étudié la question de manière approfondie, Byron a écrit à sa sœur, je cite, « Le directeur mange, boit et dort. » Fin de la citation. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai eu la sensation immédiatement que j'ai rencontré la même vision des personnes. Tous les êtres humains, pas simplement le directeur du collège. Et bien sûr, effectivement, j'avais rencontré ce type de personnes parce qu'en effet, c'est exactement la vision que Malthus exprimait sur les gens. Les gens peuvent aussi créer des biens en plus de manger, boire et dormir. Mais il n'y avait pas beaucoup de reconnaissance dans les écritures de Malthus quant au fait qu'ils réfléchissent aussi, raisonnent, ont des points de vue, prennent des décisions et poursuivent leurs objectifs. Cette tradition de voir les personnes en tant qu'une collectivité, une population inerte,
reste très forte, prédominante dans le monde aujourd'hui, surtout lorsqu'on traite du problème de la population. Et effectivement, cela pose problème. Même s'il aurait été un pionnier dans l'analyse de la possibilité d'une surpopulation, c'est Marquis Comte de Fay, le mathématicien français, un grand écrivain et penseur, qui n'était pas très loin d'ici, qui a dressé le premier scénario de base qui sous-tend l'analyse malthusienne du problème de la population. Condorcet a écrit les mots suivants, je cite. Avec cet optimisme industriel, chaque génération devrait jouir davantage et par conséquent, compte tenu de la constitution physique de l'homme, et c'est là où il y a la question en matière de la population, c'est le premier point de vue, cela va entraîner un accroissement du nombre de personnes. Il y aura donc une période où ces lois, qui sont également nécessaires, devraient se contre-agir lorsque l'accroissement du nombre d'hommes qui dépassent leurs moyens de subsistance, le résultat nécessaire devrait être une baisse continue du bonheur et de la population, ou tout au moins une forme d'oscillation entre le bien et le mal. Dans les sociétés qui parviennent vers cette fin, cette oscillation sera ce qui donnera lieu à une misère périodique. Malthus a regardé cette analyse de Condorcet qu'il avait approuvée dans son essai sur la population publié en 1798. On ne reconnaît pas souvent que, effectivement, c'était la quatrième forme du titre. La forme la plus longue inclut le nom de Condorcet. Donc, en fait, il exprimait en quelque sorte la pensée de Condorcet. Mais Malthus était très heureux à ce point-là. Il disait, Monsieur Condorcet, sa vision de ce qui va se passer lorsque la population va dépasser les moyens de subsistance est tout à fait correcte. Cela dit, il n'avait pas approuvé la solution proposée par Condorcet pour ce problème. Mais il voyait une solution, c'est-à-dire une réponse coopérative grâce au raisonnement des personnes elles-mêmes. J'ai oublié de mettre toutes les cartes sur la table, mais Condorcet était quelqu'un que j'apprécie depuis fort longtemps, parce que c'est le fondateur des théories de choix social. Un peu plus tard, dans la forme mathématique, c'est Condorcet qui était un mathématicien. Et ce n'était pas aussi systématique, cela dit, que ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est-à-dire la question sur laquelle je travaille. Mais c'est aussi parce que Condorcet nous a parlé de la justice, qui est utilisée également dans mon propre travail philosophique, surtout pour ce qui est de la théorie de la justice, et mon prochain livre, L'idée de la justice, qui sera publié au mois de juillet par Penguin Books à Londres et aux États-Unis par Harvard University Press. La traduction française sera publiée par Clamarion ici. Et effectivement tire beaucoup du raisonnement de Condorcet. C'est un caractère important dans mon livre. Il avait prévu l'émergence de nouvelles normes, enfin de plus petites familles, basées sur le progrès de la raison. C'est tout à fait essentiel chez Condorcet dans son approche. Il anticipait effectivement une époque où, je cite, les préjugés absurdes de la presse, la superstition cessera de dégrader le code moral. Et lorsque les personnes sauront que s'ils ont un devoir à l'égard de ceux qui ne sont pas encore nés, ce devoir ne consiste pas à leur donner de l'existence, mais à leur donner du bonheur. Fin de citation. Voilà le raisonnement. Avec plus d'éducation, surtout pour les femmes, ce qui n'est pas souvent reconnu, parce que Condorcet, déjà, était un des grands pionniers et tout à fait en faveur
Donc, ce qui menait Condorcet à parler d'une baisse du taux de fertilité et des familles plus petites, par la raison, parce que les personnes choisiraient cette voie volontairement sans encombrer le monde avec des êtres inutiles et misérables, je cite. Compte tenu de cette vision sceptique des êtres humains et de raisonnement, effectivement, on n'était pas tout à fait convaincu par l'analyse de Condorcet. Malthus était convaincu de l'inévitabilité du problème des denrées alimentaires pour la population. Donc, il voyait les limites de la production des denrées alimentaires comme étant tout à fait inflexibles. Pour le sujet, notre sujet, Malthus était particulièrement sceptique pour ce qui est de la planification familiale volontaire. Mais effectivement, il a parlé d'une restreinte morale, je cite, en tant qu'alternative pour réduire la pression sur les populations. Alternative face à la misère et face à un accroissement de la mortalité qu'il prévoyait. Il voyait peu de possibilités que cette restreinte volontaire puisse réellement fonctionner. Sa conclusion était la suivante. Voilà, Malthus, je cite, « Il n'y a aucune raison de soutenir ou de supposer que quoi que ce soit, en dehors de la difficulté d'obtenir de manière suffisante ce qui est nécessaire pour la vie, puisse indisposer un grand nombre de personnes à se marier tôt ou les empêcher d'élever la plus grande famille possible. » Avec les années, ces opinions ont varié quant à savoir ce qui était inévitable, ce qu'il pensait être inévitable. Il était moins certain de sa pronostic auparavant, avec les années. Mais il a parlé donc du pouvoir de raisonnement par rapport à la force d'une compulsion. Et sa méfiance est restée. Fondamentalement, avec l'idée que des familles de taille plus petite pourraient volontairement se restreindre. Cela n'avait aucune emprise sur sa pensée. Ce que je viens de citer, d'ailleurs, sur le fait que la plus grande famille qui pourrait être élevée, c'était dans sa publication en 1830, c'est-à-dire très tard, évidemment. Donc, contrairement à ce qu'on disait, Malthus a essayé de montrer qu'il a changé de point de vue. Mais en fait, il ne l'a pas fait, je pense. Il n'a pas réellement modifié son scepticisme de base pour ce qui est du rôle du raisonnement humain. Ce n'était pas simplement en 789, mais aussi en 1830 que l'on retrouvait cette idée. C'est compte tenu de cette mécroyance dans le raisonnement que Malthus a identifié le besoin d'avoir une réduction coercitive du taux de croissance de la population. Il pensait que cela viendrait de causes naturelles. C'est ce qu'on appelait la compulsion de la nature, l'appel de la nature. La baisse des niveaux de vie suite à la croissance de la population va augmenter la mortalité de manière dramatique. C'est ce qu'il appelle une contrebalance positive, mais empêcher les gens avec une pénurie économique à avoir des familles de plus petite taille. Il n'y aurait aucune raison donc d'exercer de la raison. Mais le lien, en essence, c'est la conviction chez Malthus que le taux de croissance de la population ne peut pas être abaissé par quoi que ce soit, sauf la difficulté d'obtenir en quantité suffisante ce qui est nécessaire pour la vie. Fin de citation. Le scepticisme quant à la capacité de la famille à prendre des décisions bonnes en matière de la fertilité l'a entraîné à s'opposer à des tentatives publiques pour contrer la pauvreté. Il pensait qu'en Angleterre, effectivement, les lois pour soutenir les pauvres faisaient augmenter la population, puisqu'on soutenait les pauvres plutôt que de laisser mourir. Voilà, si je peux trouver la page manquante. Et pour effet, cela déprimerait la condition générale des pauvres qui étaient encore vivants. La baisse de la croissance de la population par une baisse de la natalité, c'était une façon de comprimer les chiffres. Et la politique publique ne pouvait pas améliorer la condition humaine, ni même entraîner une baisse
coercitive de la natalité qui pourrait être remplacée par le raisonnement de par la coopération des familles grâce à l'utilisation donc d'un raisonnement conjoint, c'est sur quoi Condorcet mettait l'accent. Le débat classique entre Condorcet et Malthus reste encore tout à fait pertinent aujourd'hui. Il y a d'autres points sur lesquels je ne traiterai pas. Kennedy, on en a parlé d'ailleurs, et d'autres auteurs, par ailleurs, en signalant que ces débats entre les optimistes, Condorcet, et les pessimistes, Malthus, a existé parmi nous depuis lors, et c'est encore plus pertinent aujourd'hui qu'à l'époque où Malthus a rédigé son essai. L'attitude contrastante, des solutions coercitives et autres, aujourd'hui, sont fortement liées au contraste entre la croyance de Condorcet dans la volonté humaine et le raisonnement et Malthus qui avait une méfiance totale. D'ailleurs, l'histoire du monde, depuis le débat entre Malthus et Condorcet, n'a pas beaucoup conforté le point de vue de Malthus. Le taux de fertilité a baissé dramatiquement avec le développement social et économique. En dehors des difficultés, je cite, pour obtenir en quantité suffisante ce qui est nécessaire pour la vie, fin de la citation, il y a quelque chose qui a poussé les gens à opter pour des familles de taille nettement plus petite. Et le scénario réel dans l'Occident ou dans les pays qui développent de manière correcte, ailleurs, avec l'augmentation de revenus, plus en plus d'éducation pour les femmes, ainsi qu'une amélioration des soins de santé. Tous ces facteurs étaient peut-être anticipés de manière visionnaire par Condorcet. Les domaines là où les taux de fertilité restent élevés sont des pays pauvres qui ne connaissent pas encore un développement. Quand on regarde le contraste entre l'Inde, par exemple, où le taux de fertilité est en dessous du taux de remplacement, sauf dans un État, avec 4, 5, 6 enfants, alors que ça baisse dans tous les autres États, la situation, effectivement, pourrait s'appliquer. Mais la grande difficulté se trouve dans les États où il y a un progrès dans le domaine économique, social et en soins de santé et en éducation, qui n'était pas très important. Donc voilà le véritable contraste pour nous. Et quand on regarde le contexte dans un pays tel que l'Inde, où il y a de nombreux différents États, ou à travers le monde aussi, comme Caldwell l'a étudié, il y a l'impact de l'éducation pour les femmes, les soins de santé, l'espérance de vie. Je pourrais d'ailleurs mentionner une étude que nous avons réalisée en comparant tous les districts en Inde, plus de 300. Il n'y a que 2 districts où il y avait un lien statistiquement signifiant pour ce qui est une baisse du taux de fertilité et l'éducation des femmes. Et la capacité des femmes à gagner un revenu de manière indépendante. D'ailleurs, ces 2 États, ces 2 districts font se lever les voix des femmes dans la prise de décision dans les familles. Et cela permet d'augmenter le pouvoir de la volonté, ce qui est le titre d'ailleurs d'un article avec des jeunes femmes. Cela a permis d'abaisser le taux de fertilité. Ce qui s'est révélé vrai dans une comparaison internationale semble encore plus vrai dans une comparaison interétatique, mais même interdistrict. Il n'y a pas d'autres variables, sauf l'éducation des femmes et le pouvoir de gagner un revenu chez les femmes. Et je pense qu'effectivement, il y a un lien statistique avec les taux de fertilité. Avant de passer à la deuxième question, c'est-à-dire définir le développement durable, je vais faire quelques commentaires sur la nature changeante de la problématique de la population. Tout d'abord, même si les prix des denrées alimentaires étaient plus faibles à notre époque, liés à des produits agricoles par rapport à il y a 100 ans, ce n'est pas souvent reconnu. Il y a eu un essor de temps en temps de prix alimentaires, ce qui crée de l'anxiété. L'été dernier, en 2008, il y a eu un saut.
Mais si l'on prend en compte les différents composants de cette hausse de la demande, l'offre n'a pas été réduite. La grande différence n'était pas une différence dans la taille de la population, mais liée à la croissance économique en Chine et en Inde, avec la croissance économique donc, et dans d'autres pays aussi. Mais il y a aussi une modification de l'offre par rapport aux périodes antérieures. En fait, c'était partiellement en raison de craintes en Australie et le remplacement de terres pour la production de maïs et de canne à sucre pour produire de l'éthanol ou des biocombustibles. J'ai rédigé un article là-dessus pour le New York Times pour dresser le contexte. Même s'il n'y a eu pas une baisse, il fallait quand même regarder la concurrence entre les combustibles verts, qui ne sont pas très bien d'ailleurs pour l'environnement à terme. Il y a également eu le fait qu'il y a une croissance économique dans les pays qui avaient et ont encore beaucoup de personnes qui mal nourries, telles qu'en Chine et surtout en Inde. La demande par tête d'habitant sera importante, surtout de par l'augmentation de la part des produits animaliers qui ont des exigences supérieures sur les terres. Lié à ces questions, il faut revoir la question de la disponibilité alimentaire. C'est certainement vrai. Mais il est important de reconnaître le fait que ce n'est pas l'histoire malthusienne d'un taux de fertilité qui serait non maîtrisé. La préoccupation reste ailleurs. La volonté humaine et le raisonnement, c'est essentiel et c'est le véritable défi pour ce qui est du fonctionnement de la pensée malthusienne. Deuxièmement, maîtriser la croissance de la population ne s'applique pas à la question alimentaire, surtout si l'on peut produire encore plus de denrées alimentaires. C'est loin d'être épuisé. D'ailleurs, la question a été posée. 9 milliards de personnes, a-t-on dit. Donc, ce n'est pas tellement un problème de nourrir 9 milliards de personnes. Il y a d'autres questions. Mais il n'y a pas d'exception par rapport au danger de la pression des populations sur l'environnement. L'utilisation des raisonnements humains et de la volonté ont établi un lien entre le comportement en matière de la fertilité et ces comportements, c'est un véritable défi aujourd'hui. Il faut une approche de type Condorcet, puisque les taux de fertilité ont baissé de manière considérable à travers le monde. La pression sur l'environnement provient surtout de l'augmentation des émissions et de la population et de la contribution de la croissance de la population à ces impacts a été relativement modeste. Avec la baisse des taux de fertilité, il y a un nouveau problème, un problème du vieillissement de la population. C'est très bien que les personnes puissent vivre plus longtemps, en bonne santé surtout, et c'est le cas largement aujourd'hui. Mais une population vieillissante ne devrait pas être considérée comme étant un désastre. Mais cela requiert de repenser la société, épargner davantage plutôt. Et c'est tout à fait problématique parce que certains pays n'économisent plus du tout, comme aux États-Unis. Et même le besoin de réexaminer l'âge de la retraite et d'autres paramètres qui sont fondés sur le fait de tenir en compte le bon âge de prise de la retraite. Ce n'est pas une question catastrophique. Il faut traiter les personnes comme une population inerte n'aide pas ici. Nous avons fait l'erreur par le passé. Ce qu'il faut, ce sont des bons ajustements économiques bien raisonnés et de l'innovation socioculturelle. Je vais maintenant passer à la compréhension des demandes de développement durable. Voir les personnes humaines comme étant capables de raisonner et de prendre de bonnes décisions a des implications profondes, selon moi, sur la manière de définir la durabilité. Je vais, cela dit, commencer avec un point préliminaire. L'environnement est vu parfois comme étant un état de la nature.
avec des mesures telles que des indicateurs plutôt, tels que la couverture forestière, la nappe, le nombre d'espèces vivantes. Ce n'est pas le problème. Parce qu'on pense que la nature préexistante va rester intacte à moins d'ajouter des impuretés et des polluants. On peut penser que l'environnement est mieux protégé si on interfère avec l'environnement le moins possible. Mais il y a deux raisons qui empêchent le bon fonctionnement de cette pensée. Ce n'est pas juste une question de ce que l'on trouve, mais aussi des opportunités que cela offre à la population. Comment les personnes tendent à mettre de la valeur sur ces opportunités. L'importance de l'environnement sur la vie humaine doit faire partie des principales considérations pour évaluer la valeur de l'environnement. Pour prendre un exemple un peu extrême, pour comprendre pourquoi l'élimination de la varicelle n'est pas un appauvrissement de la nature, parce que c'est l'élimination d'une espèce après tout. Mais on ne regrette pas le fait que l'environnement soit appauvri pour autant. On ne le dit pas pour la destruction des forêts d'importance écologique. Mais ce qui est important, c'est la vie que nous menons. Donc ce n'est pas surprenant que la durabilité de l'environnement est devenue plus importante pour ce qui est de la conservation et l'amélioration de la qualité de la vie humaine. Dans un rapport publié en 1987, on a défini le développement durable. Je cite du rapport Globant, un développement qui répond aux besoins du présent sans mettre en péril la possibilité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Fin de citation. Deuxièmement, l'environnement, ce n'est pas une question de la conservation classique, mais aussi une poursuite active. Même si beaucoup des activités humaines qui vont avec le développement peuvent avoir des conséquences dommageables, c'est dans le pouvoir de l'être humain d'améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Quand on pense aux mesures qui peuvent être prises pour préserver l'environnement, il faut inclure l'intervention humaine constructive. Notre pouvoir d'intervenir de manière efficace avec raisonnement qui peut être amélioré grâce au développement lui-même. Par exemple, une meilleure éducation des femmes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peut aider à réduire le taux de fertilité. À long terme, cela peut réduire la pression sur l'environnement et la destruction de l'habitat naturel. L'éducation scolaire et l'amélioration de la qualité peut améliorer la prise de conscience de l'environnement. Une meilleure communication, des médias plus actifs et mieux informés peut promouvoir une prise de conscience quant à la nécessité de penser à l'environnement. Il est facile de trouver beaucoup d'autres exemples. En règle générale, quand on voit le développement comme une façon d'améliorer la liberté effective de l'être humain, eh bien, cela nous ramène directement dans le cadre de ce rapport. Le développement, c'est un processus qui donne le pouvoir pour enrichir l'environnement. On ne doit donc pas voir l'environnement exclusivement simplement comme un moyen de couvrir les conditions existantes naturelles, puisque l'environnement peut aussi inclure ce qui vient de l'homme. Par exemple, gestion de l'eau. C'est une façon d'améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. L'élimination des épidémies aussi contribue au développement ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. Comment doit-on voir le développement durable? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport Windland le définit comme étant le fait de répondre aux besoins du présent sans mettre en péril la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Cette initiative, en traitant de la question de la durabilité, a fait beaucoup de bien déjà.
Et je pense qu'on pourrait effectivement exprimer des remerciements pour ce rapport. Mais la conception de l'être humain, implicite dans cette compréhension de la durabilité, est-ce que cela prend une bonne vision de l'humanité? Les personnes ont des besoins, bien entendu, mais ils apprécient leur capacité de raisonner, choisir, participer et agir. Ils ont aussi des valeurs. Quand on voit les personnes uniquement en termes de besoins, cela nous donne une mauvaise vision de l'humanité. Ce concept de la durabilité a été amplifié par un des grands économistes de notre époque, Robert Shiller, dans un titre qui s'appelle « Un pas pratique vers la durabilité ». Il voit la durabilité comme étant une exigence que la prochaine génération doit faire tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau de vie qui soit aussi bien que le nôtre et le passer à la prochaine génération de la même manière. Fin de citation. Parce qu'effectivement, chaque génération doit laisser quelque chose pour la génération future qui peut laisser quelque chose pour l'autre génération, pour qu'elle puisse avoir la même opportunité de veiller au bien-être de la population. Dans cette formule, il y a des caractéristiques assez attrayantes, mettant l'accent sur des niveaux de vie durables qui permettent de préserver l'environnement. Et cela étend le rapport pour ce qui est des besoins, de répondre à des besoins. Deuxièmement, selon une formule classique, les intérêts des générations futures. Chaque génération doit veiller aux héritiers. C'est très compréhensif pour ce qui est de la couverture des générations, couverture des besoins des générations. Mais il y a une nouvelle formulation du développement durable en tenant en compte les besoins de l'humanité, en mettant l'accent sur la préservation des niveaux de vie. C'était quelque chose de très attrayant dans la formule de Solow, quand il parle de chaque génération qui doit pouvoir atteindre un niveau de vie avec lequel qu'il puisse laisser à la génération future et eux en retour. Par ailleurs, on peut se demander si couvrir les normes soient comprises de manière adéquate. Les niveaux de vie, ce n'est pas tout à fait la même chose que le fait de soutenir la liberté, la capacité des gens à préserver les valeurs qui sont importantes pour elles. Nos raisons de valoriser certaines opportunités ne sont pas forcément conformes à nos propres niveaux de vie ou même à nos propres intérêts. Notre sens de la responsabilité à l'égard de l'avenir d'autres espèces menacées de destruction. Pour lui, c'est important de préserver les espaces, pas simplement dans la mesure où la présence de ces espèces améliore notre propre niveau de vie. Par exemple, une personne peut considérer qu'on doit faire tout notre possible pour assurer la préservation de certaines espèces ménagères. Certaines espèces, il y a beaucoup d'exemples. Il n'y a pas de contradiction, si on devait dire. Et c'est une citation, je cite une personne qui dit qu'il n'y a pas de contradiction. Mon niveau de vie serait non affecté par l'existence ou l'absence d'aigles de telle ou telle forme. Je n'ai jamais vu d'ailleurs, mais je pense fortement qu'on ne doit pas laisser ces chouettes attaches être éliminées pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à faire avec les normes de l'être humain. On peut aller au-delà de ces points de vue pour comprendre l'engagement de beaucoup de personnes à préserver de l'adversité écologique qui ne menace pas forcément la vie. En Bangladesh, par exemple, avec la montée du niveau de la mer, cela peut affecter la pensée et l'action de beaucoup de personnes qui ne seraient pas directement affectées. Voilà, encore une fois, des marques du raisonnement humain, la valeur et des priorités
et non pas l'évaluation de besoins humains prédéfinis en matière de normes de vie, niveau de vie. En fait, ce n'est pas simplement une question de niveau de vie, mais la liberté dont nous jouissons. La notion donc de développement durable doit être reformulée en ce sens. Quand on pense à préserver la capacité à répondre à nos besoins, il faut aussi penser à comment préserver nos libertés. La liberté aussi de répondre à nos besoins. Donc, la liberté durable peut être tenue en compte dans la formule présentée pour inclure la préservation de la liberté et de la capacité des gens aujourd'hui sans, je cite, mettre en péril les libertés et les capacités de générations futures à préserver leur liberté. Pour reprendre des concept médiéval, alors bien sûr, nous devons considérer donc nos besoins, mais également notre liberté à poursuivre donc nos valeurs. Et ce sont bien sûr des besoins qui vont beaucoup plus loin que nos propres besoins. Nous ne pouvons pas compartimenter nos valeurs et nos besoins dans nos propres compartimentations de nos propres cycles de vie, de nos propres niveaux de vie. Nous devons tenir compte du fait que nos besoins ne peuvent pas éclipser nos valeurs. Alors bien sûr, je dois m'arrêter maintenant et pour la discussion qui va venir, j'aimerais simplement dire que eh bien, j'ai essayé ici de faire la distinction entre les personnes qui peuvent être perçues comme des créatures de raison et puis bien sûr le fait de voir les hommes comme des animaux, des êtres qui donc ont simplement des besoins. Alors, comme on l'a dit avec Malthus, eh bien, nous devons ajuster nos comportements ainsi que nos politiques publiques à la lumière des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Toutefois, nous devons commencer par reconnaître qu'il s'agit là de la direction, de la voie à suivre, la voie de la raison et de la manière dont nous allons pouvoir répondre à ces questions. Comme par exemple, comment est-ce que nous allons pouvoir vivre à 9 milliards de personnes sur la Terre. Quels seront les schémas de vie, les schémas de production? Toutes ces problématiques sont clés, évidemment. Et nous devons essayer de voir si nous devons eh bien, nous baser sur un certain nombre d'indicateurs. Alors bien sûr, il y a une réciprocité intéressante en ce qui concerne la richesse et la réciprocité. Nous disposons aujourd'hui de nombreux avantages et nous devons utiliser des instruments qui sont critiques et très importants pour répondre à nos problématiques. Nous devons préserver notre capacité à assurer notre liberté, à répondre à nos besoins et à nos objectifs. Nous considérons les problématiques pour les populations dans le contexte de nos vies et de nos libertés et nous devons envisager la liberté comme un allié pour nous. La capacité humaine et la volonté humaine sont au centre de cet exercice d'achèvement et d'atteinte d'un développement qui soit durable. Merci beaucoup.